du bon sens, Chanel Jacob, et annonce vos bonnes nouvelles des conspirateurs du futur apparaîtra en mars chez le même éditeur. Enfin, Jean-Emmanuel Ray est professeur de droit du travail à l'université Paris 1. Vous y dirigez le master développement des ressources humaines et enseignez à Sciences Po. Votre ouvrage de référence, Droit du travail, droit vivant, est lui publié aux éditions Liaison. C'est peut-être à vous que je vais poser la première question. Ça permet de définir un petit peu les choses. Il y a une contrepartie à la sécurité de l'emploi dans la fonction publique. C'est l'équilibre. Le fonctionnaire sur un statut, donc c'est pas un contrat, mais il y a un contrat moral dès l'origine. Ce qui pose problème aujourd'hui, le contrat moral, c'est... Quel est-il ? Je vous engage à vie, encore qu'on verra que c'est pas tellement à vie, mais bon, on va y remonter là. Mais d'une part, suite à un concours, en application de l'article 6 de la déclaration de 1989, on ne recrute les fonctionnaires que sur leur talent et leur vertu. Donc c'est un système extrêmement sélectif tout au long de la carrière. Deuxièmement, on touche en particulier les fonctionnaires de catégorie A, une rémunération qui est très inférieure à ce qui se passe dans le secteur privé. Mais le deal, c'est qu'au bout du chemin, malgré les réformes récentes qu'étant Michel Godet, la retraite est un avantage qui compte aussi quand on devient fonctionnaire. Ce que vous venez de décrire, ça semble, on va dire, une sorte d'équilibre à trois morceaux où on a un statut dans la durée, des salaires moins importants et une retraite... et des obligations de mobilité aussi. Et des obligations de mobilité. Oui. Voilà. Est-ce que c'est le cas dans beaucoup d'autres pays d'Europe? Alors vous avez immédiatement cité 1789. Et est-ce que nos fonctionnaires à nous, si je puis dire, ils ont un statut particulier au regard du droit européen, on va dire. Enfin, en comparaison, pas du droit, mais voilà, en comparant avec les autres pays d'Europe. Parce que je vais prendre un voisin, l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne a beaucoup moins de fonctionnaires que nous. Mais j'entends fonctionnaires au sens le plus étroit du terme, c'est-à-dire fonctionnaires un peu comme nous, à vie. La grande différence, par exemple, c'est qu'en Allemagne, les fonctionnaires à vie sont chargés d'assurer la continuité, donc par exemple, ils n'ont pas le droit de grève. Parce que fonctionnaires chargés de la continuité, ils sont privés du droit de grève. À côté, vous avez beaucoup d'agents publics. Et donc, en un mot, aujourd'hui... Donc, c'est gens qui travaillent dans la fonction publique avec des contrats de droit privé, c'est ça ? Des contrats publics, c'est des contrats de droit privé, mais qui n'ont pas cette garantie de l'emploi à vie. Et puis, vous avez un exemple intéressant, c'est, outre la Suisse, qui n'embauche quasiment plus de fonctionnaires, mais des agents publics, vous avez un exemple très intéressant, c'est la Suède. Pourquoi la Suède c'est très intéressant? C'est que la Suède est la religion de l'égalité. Hommes-femmes, mais aussi fonction publique, secteur privé. Ça veut dire que la Suède, aujourd'hui, il y a plus de 20 ans, n'embauche plus de fonctionnaires au nom de l'égalité. Pourquoi quelqu'un qui serait au service du public serait mieux ou moins bien traité? Tout le monde, on est au même régime. Et alors, les Suédois, ils ont une fonction publique heureuse? Les Suédois sont naturellement, semble-t-il, dans les sondages, un peu plus heureux que nous. La question, c'est, en clair, derrière ce débat, il y a la question du budget. Et à 1% près, le budget de la fonction publique représente grosso modo 40% du budget national. Voilà, donc c'est bien le budget qui les paye, donc les impôts, donc l'ensemble des Français qui nous regardent ce soir et qui participent... On ne peut pas traiter ce sujet-là sans voir derrière la question du budget, évidemment. Alors, deuxième question, Raymond Soubi, il y a un terme qui s'est imposé gentiment, mais on ne sait jamais s'il est propre ou non, qui est ce qu'on appelle le malaise des fonctionnaires. Ça veut dire des choses très différentes, qui relèvent à la fois peut-être d'une psychologie spécifique, du fait qu'on sente que des acquis qui semblaient stables ne le sont plus. Qu'est-ce que vous, qui avez occupé des fonctions qui ont été les vôtres auprès du président de la République pendant 3 ans, vous pensez de ce terme? Quand on parle de malaise dans la fonction publique, est-ce que vous pensez que c'est effectif? Oui. D'abord, je voudrais rappeler que le malaise à la fonction publique, il existe depuis un demi-siècle. Lorsque vous regardez les enquêtes qui sont menées, question la même posée aux agents du public et aux agents du privé. Est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que vous êtes malheureux? Les agents du public, depuis 30 ans, 40 ans, se disent toujours plus malheureux. On se demande d'ailleurs pourquoi, compte tenu de l'équilibre que Jean-Emmanuel Ray vient de nous expliquer. C'est peut-être dans le statut de la fonction publique. C'est peut-être un article inconnu, non découvert à ce jour, du statut de la fonction publique. Donc il y a une forme de malaise de la fonction publique, alors que pourtant, c'est paradoxal, les fonctionnaires, on vient de nous le rappeler, ont la garantie de l'emploi, sous réserve du travail précaire, qui est un vrai sujet dont on parlera tout à l'heure, et que s'agissant d'une rémunération, je mettrai un bémol à ce qui a été dit tout à l'heure. La vérité, c'est que les 50% des fonctionnaires les mieux payés, en fait, sont moins payés que leurs homologues du privé, mais en revanche, les 50% des fonctionnaires les moins payés sont sensiblement mieux payés que leurs homologues du privé. Donc, ce qu'on appelle, j'emploie le mot avec précaution, un petit fonctionnaire de rang C, D, etc., en vérité, par rapport au privé, il a la garantie de l'emploi, il est mieux rémunéré, et il a un régime de retraite
qui est sans commune mesure. Et en dépit de ça, il y a un malaise. Alors, vous allez me poser la Vous question. venez de me dire très courtoisement, je ne comprends absolument pas pourquoi nos fonctionnaires se sentent mal aimés ou éventuellement... Si, je le comprends. Je le comprends. Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, il y a une raison qui n'est pas une raison objective, mais une raison subjective. Il y a des catégories de fonctionnaires qui se sentent déclassés par rapport à ce qu'ils étaient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Exemple. Par exemple, une